Alors moi, je me présente, je suis Florence Altmayer, je suis membre de la commission FAB, qui est dirigée par Yannick, qui est là, Yannick Collet, qui est en bout de table. Et donc, je vais vous présenter la session de cet après-midi. Donc, le titre, c'est « Vivre au quotidien avec une MHC rare ». Et donc, nous sommes dans la session senior. Parce que vous avez vu qu'il y a une deuxième session qui est plutôt pour les jeunes enfants. Donc, nous, c'est session senior. Donc, moi, je serai la modératrice avec Jean-Louis Dubourdieu. Et donc, nous avons tout un panel d'intervenants. Je les laisserai chacun se présenter, c'est plus efficace. Donc, le titre, c'est « Vivre au quotidien avec une MHC rare », je crois que je viens de vous le donner. Des objectifs de cette séance, c'est d'améliorer la connaissance et de faciliter la prise de décision. Donc, vous aurez successivement une présentation des traitements qui disposent d'une AMM, pour toutes MHCR confondues, et les traitements qui sont encore en essai clinique. Apprendre à faire la balance bénéfice-risque. On parlait ce matin du dialogue entre l'aidant et le patient. Entre le patient et le soignant. Et donc, il y a une balance à faire pour la détermination du traitement. Lister des solutions et des alternatives et partager des expériences. Donc, vous verrez, le programme est très chargé. Initialement, il devait être encore un peu plus chargé. Il y avait 2 présentations qui devaient être faites sur la vie au quotidien avec une MHCR. Cette partie-là va être plus réduite. Mais voilà, sachez qu'on ne pouvait pas tout caser en un après-midi parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous intéressent. Donc maintenant, les innovations thérapeutiques, les questions qu'on peut se poser, c'est y ai-je droit, comment choisir, et une aide à la prise de décision partagée, les avantages, les inconvénients de chaque innovation, et que va-t-on me proposer? Donc je passe la parole à Antoine, qui est hématologue. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin au centre de traitement des maladies hémorragiques à Lille. Et on m'a demandé du coup de vous faire cette présentation sur les innovations thérapeutiques. L'idée était à la fois d'avoir le point de vue du soignant que je suis et le point de vue du patient. Et c'est monsieur Francis Ford qui du coup interviendra également en complément. Alors je vais vous faire finalement une présentation que vous avez eue finalement en grande partie déjà ce matin lors de la session plénière. Mais l'idée c'est d'essayer de vous donner un petit peu les grandes lignes des innovations thérapeutiques en cours, essentiellement dans le domaine de l'hémophilie, parce qu'en 10 minutes, c'était difficile de parler de toutes les pathologies hémorragiques. Donc, vous le savez, juste ici, le traitement en hémophilie, il était essentiellement basé sur le postulat suivant. Il consistait finalement à remplacer le facteur de coagulation manquant, donc à savoir le facteur 8 ou le facteur 9, par une approche de type transfusionnel, substitutive. Et vous avez eu, du coup, vous connaissez l'historique concernant le développement des facteurs de coagulation plasmatiques puis recombinants. Je ne vais pas du tout revenir là-dessus. Cette approche substitutive, ces 10 dernières années, il y a eu différentes tentatives pour essayer de l'optimiser, de façon à augmenter la durée d'action des médicaments et d'essayer d'obtenir une meilleure prévention des saignements. Donc les différents procédés, je passe rapidement dessus, la pédylation, la fusion du facteur 8 ou du facteur 9 à un fragment d'anticorps ou la fusion à l'albumine. Qu'est-ce que ça a donné? En résumé, c'est finalement ces différentes approches ont constitué une avancée thérapeutique majeure dans l'hémophilie B, parce que quel que soit le procédé utilisé, cela permet d'obtenir une multiplication par 5 de la durée d'action du facteur 8 ou du facteur 9 dans le sang. Mais ces procédés de pédylation ou fusion n'ont permis que des progrès beaucoup plus modestes dans l'hémophilia, puisque là, on a réussi à obtenir au mieux qu'une prolongation d'environ 50% de la demi-vie des concentrés de facteur 8. Alors, il y a une explication à ça, c'est que le facteur 8 circule dans le sang associé à une autre molécule qu'on appelle le facteur Villebrandt. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. Donc finalement, que ce soit avec les concentrés de facteur 8 standard ou les concentrés de facteur 8 dits à demi-vie prolongée, et notamment pour les patients hémophiles A, on est finalement toujours confronté à un besoin médical, je dirais, non satisfait, puisqu'il persiste un risque hémorragique, notamment dans les 2 à 3 jours suivant la dernière injection de prophylaxie. Et on a un seuil hémostatique qui ne permet pas de prévenir tous les accidents, et la charge du traitement reste très importante, ce qui peut parfois être source d'une mauvaise adhérence thérapeutique.
Mais désormais, vous le savez, on dispose d'autres approches que de l'approche substitutive, puisqu'on dispose de nouvelles molécules qui permettent d'améliorer la capacité à coaguler, et ces nouvelles molécules ne sont pas précisément des facteurs de coagulation. Donc, cette approche non substitutive, il existe deux grandes stratégies actuellement. La première, finalement, consiste à utiliser des anticorps thérapeutiques qui miment partiellement l'activité du facteur 8. Donc vous avez déjà une molécule, un facteur 8 mimétique, l'hémicizumab, qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché, puisqu'il peut être prescrit chez des patients atteints d'hémophilie sévère, avec ou sans inhibiteur. Et l'intérêt de ce traitement, c'est ses modalités d'administration, la voie sous-cutanée, et une très longue durée d'action qui est donc compatible avec l'un de ces trois schémas d'utilisation, une injection hebdomadaire ou une fois toutes les 2 semaines, ou une injection mensuelle en prophylaxie. Vous avez également d'autres anticorps facteur 8 mimétiques qui sont actuellement en cours de développement, et notamment une molécule qui rentre dans un essai de phase 3. L'hémicizumab, donc vous le savez, il s'agit d'un anticorps monoclonal bispécifique. Bispécifique, ça veut dire quoi? Cet anticorps, il a 2 bras, et chacun des 2 bras reconnaît une cible différente. L'un reconnaît le facteur 9 activé, l'autre le facteur 10, ce qui permet finalement à ce médicament de rapprocher dans l'espace le facteur 9 activé de son substrat, le facteur 10, ce qui rétablit la cascade de la coagulation en l'absence de facteur 8. On dispose maintenant d'un recul assez important concernant l'efficacité de ce médicament sur le plan clinique, avec, vous le voyez ici sur cette figure, ça correspond finalement aux données de suivi à 5 ans des patients qui ont été inclus dans les essais de phase 3. Et vous voyez, quel que soit le régime d'administration, on a vraiment un taux de saignement annualisé très fortement diminué. En gros, ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'il persiste un peu plus de saignement avec le régime d'injection mensuelle, alors qu'on obtient un très bon contrôle des saignements avec une prophylaxie basée sur une injection hebdomadaire ou une injection toutes les 2 semaines. Une petite question résiduelle, mais néanmoins d'importance concernant l'hémicizumab, c'est qu'on ne dispose pas encore des résultats sur des données d'efficacité de cette molécule sur le plan articulaire. On aimerait avoir les données de suivi, notamment sur le plan des IRM, voire l'échographie articulaire, pour être certain que cette molécule permet un niveau de prévention optimal de l'arthropathie hémophilique. Donc ces données viendront, bien évidemment, mais pour le moment, elles ne sont pas encore disponibles. Dans l'approche non substitutive, je vous ai parlé des facteurs 8 mimétiques. Vous avez également une deuxième approche qui consiste à rebalancer la coagulation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rebalancer la coagulation? C'est finalement des médicaments qui vont cibler des inhibiteurs physiologiques de la coagulation. C'est-à-dire c'est des médicaments qui, quelque part, lèvent le frein sur la coagulation. Alors, vous avez, je dirais, 3 grandes classes de médicaments dont je vais vous parler très rapidement. Le fitusiran, c'est un médicament qui inhibe la synthèse du principal inhibiteur de la coagulation, l'antithrombine. C'est un inhibiteur qui est synthétisé au niveau du foie. Le concizumab et le marstacimab sont des anticorps qui ciblent un autre inhibiteur de la coagulation, qui est le TFPI. Et enfin, une serpine protéine C qui inhibe la protéine C activée, donc c'est encore un autre inhibiteur de la coagulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement pour dire que tous ces médicaments ont en commun de s'administrer par voie sous-cutanée, d'avoir une longue durée d'action, et de s'administrer en prophylaxie. Ce ne sont pas des traitements qui s'administrent pour traiter un saignement aigu ou une chirurgie, ils s'administrent uniquement en prévention. Alors ce sont finalement, on dispose déjà de données, ce sont des médicaments qui sont encore en cours d'évaluation dans les essais cliniques, aucun d'entre eux n'a encore obtenu l'AMM, mais ce qui ressort des essais cliniques, grosso modo, c'est qu'ils sont efficaces sur la prévention des saignements. Je vous ai mis à titre d'exemple ici les résultats de l'étude phase 3 concernant le fitusiran dans le traitement des hémophiles A et B sévères sans inhibiteur. C'est un médicament qui peut être prescrit aussi bien dans l'hémophilie A que dans l'hémophilie B. Et vous voyez pour ce médicament une réduction, grosso modo, compris entre 90 et 95% des saignements. Cependant, ces médicaments, même s'ils sont très efficaces, leur inconvénient, c'est que la balance hémostatique avec ces médicaments est relativement instable. Et ce qui illustre ça, c'est les événements thrombotiques qui ont été décrits dans les essais cliniques, aussi bien avec le fitusiran. Alors, pour le fitusiran, il y a eu au moins 5 événements thrombotiques dans les essais de phase 1 puis de phase 3, ce qui a conduit du coup à réviser le protocole dans l'étude de phase 3 et à diminuer la posologie de cette molécule. Et on a également des événements thrombotiques qui ont été décrits avec les anticorps anti-TFPI, ce qui a conduit là encore à réviser les protocoles des études en cours. Donc tout ça pour dire finalement, si ces molécules obtiennent l'AMM,
Elles seront très certainement très faciles d'administration, très efficaces sur la prévention des saignements, mais ça va rendre nettement plus complexe la prise en charge d'éventuels saignements intercurrents ou de chirurgie. Donc voilà, ce sera des traitements de maniement nettement plus complexes que des facteurs de coagulation classiques, voire même que des facteurs 8 mimétiques. J'en viens à la troisième grande approche, dont vous avez également certainement entendu parler, c'est la thérapie génique. Alors la thérapie génique, dans l'hémophilie, il s'agit quasiment exclusivement actuellement d'une thérapie génique par vectorisation virale. Et en fait, on utilise des vecteurs dérivés d'une famille de virus un petit peu particulière, que sont les virus adéno-associés ou AAV. Donc la thérapie génique, attention, ça ne s'apparente pas véritablement à une guérison, parce que même un patient traité par thérapie génique est susceptible de transmettre à sa descendance la mutation responsable de son hémophilie. Donc voilà, ça ne s'arrête pas, la thérapie génique ne permet pas d'interrompre ce risque de transmission, et ça s'apparente finalement quelque part à une sorte de prophylaxie endogène. Alors, la première chose quand on parle de thérapie génique... Il vous reste 2 minutes. Oui, il faut être très clair sur l'éligibilité. Ça ne peut pas concerner tous les patients, puisque actuellement, ça ne concerne que les patients adultes qui ont été préalablement exposés au facteur 8 ou au facteur 9. Ils n'ont pas d'antécédents d'inhibiteurs. Ils ne sont pas immunisés contre le vecteur viral qu'on utilise pour transporter le gène au niveau des cellules du foie, et les cellules du foie se remettent à fabriquer du facteur 8 ou du facteur 9. Donc ça concerne finalement une minorité de patients, en tout cas dans l'indication hémophilie A actuellement. Donc comment ça marche? Le principe, c'est qu'on utilise un virus non pathogène pour l'homme, et on va utiliser les propriétés de ce virus. On va utiliser finalement ce virus comme une sorte de cheval de Troie pour transporter un gène médicament jusqu'au niveau du foie du patient, et que le patient se remette à fabriquer du facteur 8 ou du facteur 9. Cette thérapie génique, elle se fait in vivo par injection intraveineuse, donc quelque chose en apparence assez simple. Même si c'est simple en apparence, pour autant, après l'injection, vous avez un suivi assez stringent, notamment dans les 6 à 12 premiers mois, parce que parfois, certains patients peuvent nécessiter un traitement immunosuppresseur. Puis ensuite, le suivi va devoir être individualisé selon le niveau d'expression de facteur 8 ou de facteur 9 obtenu, qui peut être très variable selon les patients. Et de toute façon, y compris chez les patients pour qui on pourrait obtenir une normalisation du taux de 8 ou 9, il y aura un suivi à vie qui sera nécessaire pour dépister d'éventuels effets indésirables à long terme. Et ce suivi passera par la tenue de registres internationaux, comme celui de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc, actuellement, ce qu'on peut dire très brièvement, c'est qu'on a des résultats prometteurs dans l'hémophilie B, avec l'agence, la FDA aux États-Unis, qui devrait accorder une AMM pour un produit de thérapie génique dans l'hémophilie B. Donc, logiquement, l'Agence européenne du médicament devrait suivre. Dans l'hémophilie A, on a également beaucoup d'essais cliniques en cours. Alors, dans l'hémophilie A, on a un petit peu moins de recul, et il y a différentes questions qui se posent, notamment, vous le voyez ici dans cette étude de phase 3, il y a une variabilité interindividuelle importante concernant le degré d'expression du transgène d'un patient à l'autre, et vous avez également une perte d'expression qui était plus prononcée dans les 2 premières années suivant l'injection de thérapie génique, et avec une cinétique de décroissance plus lente au-delà. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que combien de temps l'expression de ce transgène pourra se maintenir. Alors, il n'est pas du tout dit que ces résultats soient extrapolables à toutes les molécules, parce que les produits de thérapie génique sont très différents. Voilà, ce que je vous montre ici n'est pas forcément transposable à d'autres molécules en cours de développement, mais il y a peut-être plus de difficultés dans l'indication hémophilie A, puisque finalement l'hépatocyte n'est pas la cellule qui produit physiologiquement du facteur 8 au niveau du foie. Les cellules qui produisent du 8, ce sont des cellules endothéliales, des cellules sinusoïdales, et c'est peut-être un des facteurs qui explique pourquoi c'est un petit peu plus difficile d'obtenir une expression stable dans l'hémophilie A que dans l'hémophilie B. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, on se dirige vers un nouveau paradigme thérapeutique avec des options thérapeutiques multiples dans l'hémophilie, avec quand même des perspectives encourageantes, très encourageantes en ce qui concerne la thérapie génique, même s'il y a beaucoup de questions en suspens. L'éligibilité des patients, la variabilité interpatient, comment administrer et quand un éventuel traitement immunosuppresseur, la stabilité de l'expression et bien évidemment le coût de ces médicaments. Donc, au vu de tout ça, on pourrait se demander si finalement il s'agit de la fin de l'approche substitutive que vous avez connue juste ici.
Pas nécessairement, parce que vous avez peut-être entendu parler de ce matin de ce concentré de facteur 8, le BIV. Alors l'intérêt de ce concentré de facteur 8, c'est que finalement, sa clairance est découplée du facteur Villebrand. Je dis tout à l'heure que le facteur Villebrand, ça constitue un petit peu le toit de verre qui limitait les procédés visant à obtenir une prolongation de la durée d'action du facteur 8 dans le sang. Et bien finalement, par un design assez astucieux, on a réussi à rompre ce toit de verre avec cette molécule et on arrive à obtenir, donc avec un schéma d'injection d'une injection par semaine, on arrive à obtenir des taux de facteur 8 résiduels d'environ 15 à 20%, ce qui quand même représente un progrès thérapeutique majeur. Donc, pour finir, donc, les modalités actuelles de traitement de l'hémophilie en France, donc ça correspond à... Alors, ce n'est pas le dernier rapport France-Coal, c'est celui de l'année 2020, mais simplement pour vous montrer que vous avez encore 25% des patients atteints d'hémophilie A ou B sévère qui ne sont pas sous prophylaxie, et même 80 à 90% des patients atteints d'une forme modérée d'hémophilie A ou d'hémophilie B. Et là, vraiment, on arrive sur un nouvel environnement thérapeutique qui devrait être favorable, je pense, à une généralisation de la prophylaxie, au moins pour les formes modérées à sévères d'hémophilie B, et vraisemblablement y compris hors thérapie génique. Voilà, et donc l'important désormais, ce sera de déterminer pour chaque patient quelle est la molécule la plus appropriée. Donc c'est ce qui doit faire l'objet, quand vous voyez votre médecin, je pense, d'un temps de discussion systématique actuellement, vu cet environnement thérapeutique voilà, très prometteur. Et on pourra en discuter ensemble lors de la session de questions-réponses. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Antoine. Maintenant, je vais passer la parole. Donc, vous nous avez donné le point de vue du soignant, et maintenant on va analyser le point de vue du patient, avec un certain nombre de questions que le patient peut se poser en termes de choix de produits, de méthode de soins, que ce soit prophylaxie ou à la demande. Et je vais passer la parole à Francis, qui va se présenter et qui va gérer un certain nombre de questions que vous allez pouvoir lui poser. Bon, bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Donc, je suis Francis Faure. Donc, je m'occupe du comité Midi-Pyrénées. Et donc, en collaboration avec Jean-Louis, nous nous occupions de la commission senior au niveau de notre association. Et donc, voilà. Donc, on arrive aujourd'hui avec ce nouveau produit qui, pour moi, est vraiment révolutionnaire. Et nous, notre génération qui a connu vraiment cette prophylaxie, en fin de compte, où on s'en faisait vraiment une habitude, on se disait, quand on allait arriver à moins se piquer, et avec une facilité, et aujourd'hui, qui donne des résultats vraiment... pour moi, personnellement, ça fait 1 an que je suis sous Hemibra, donc aucune hémarthrose, un traumatisme, mais on reviendra là-dessus peut-être après si certains veulent poser quelques questions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, donc moi je pense que j'attends vos questions. Voilà. Vous m'entendez là ? Non, vous m'entendez Oui, allez, vas-y. Oui, Norbert Ferré. Comme je disais ce matin, là, il y a un sacré panel de produits, c'est très bien, hein, comme nos générations qui avons connu rien du tout à l'époque. Donc c'est très bien, en tout cas ça va dans le bon sens. Par contre, la difficulté, c'est le manque de temps avec les médecins des centres de soins pour discuter du bien fondé du choix, parce que le temps, c'est nécessaire de pouvoir discuter pour bien... Maintenant, on peut personnaliser pratiquement le traitement. Donc ça, c'est un point important parce qu'on voit que dans certains CRTH, malheureusement, le temps, il n'est pas énorme pour pouvoir discuter de façon tranquille, posée, avec son médecin coordinateur. Ça, c'est un premier point. Ensuite, par rapport au Hemlibra, donc au produit dont tu fais référence, donc par contre, tous, malheureusement, tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. Je pense qu'il y a des contre-indications. Tu les connais? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, il faut donner un peu un historique sur ce type de produit. Donc, ça a été, à vrai dire, les premiers qui ont pu bénéficier de ce produit, c'est vraiment les hémophiles qui avaient déjà un inhibiteur.
Donc ça, c'était déjà la première, comment dire, les premières indications auprès du corps médical, à vrai dire. Et donc, il s'est avéré que, ayant eu plusieurs contacts avec pas mal de patients, en fin de compte, ayant un inhibiteur, au bout de 2 ans, 3 ans, plus d'injection. Vous connaissez ce type de traitement qu'ils avaient jusqu'à l'époque avec du Novoseven. Et puis, du jour au lendemain, ça a été donc le protocole. Vous savez que le premier mois, en fin de compte, on fait 4 injections. Donc, à 1, 2 semaines, en fin de compte, d'intervalle. Donc, ça dure un mois. Et puis, donc après, dès que l'organisme, en fin de compte, s'est stabilisé, à vrai dire, avec cette nouvelle molécule, en fin de compte, donc vous pouvez commencer votre traitement qui soit prescrit. Alors, il y a certains patients qui reçoivent une dose toutes les semaines, et il y en a d'autres qui en reçoivent une tous les 15 jours. Donc ça, c'est le choix du patient, c'est le choix du professionnel de santé donc je pense que c'est un choix binôme, à vrai dire, hein, donc, et selon son état de santé, bien sûr. Alors, Voilà. juste, si je peux me permettre, il n'y a pas Oui. de contre-indication à l'Hemlibra. C'est un médicament qui est indiqué dans l'hémophilia sévère. Pour l'instant, il n'est pas indiqué, il n'a pas d'AMM dans les formes modérées ou mineures. Par contre, vous avez un essai clinique en cours qui s'appelle, limite peu importe son nom, AVON6, qui vise à évaluer l'intérêt de l'Hemlibra chez les patients atteints d'une forme modérée à mineure d'hémophilie. Et peut-être qu'au terme de cet essai, le laboratoire demandera une extension d'AMM qui sera ou non acceptée en fonction des résultats de l'essai chez les patients atteints d'une forme non sévère d'hémophilie. Mais stricto sensu, il n'y a pas de contre-indication à l'Hemlibra. Par contre, c'est un traitement pour qui on peut, dans de rares cas, avoir une complication. C'est des anticorps qui vont détruire la molécule, mais ça s'observe assez rarement. Grosso modo, aux alentours, il y a moins de, le risque est inférieur il est aux alentours de 1%, on va dire. Voilà. Mais il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de ce traitement. Par contre, chez les patients atteints d'une forme sévère avec inhibiteur, on ne peut pas utiliser l'Hemlibra en association avec des doses standards de FEBA, sous peine d'avoir des complications de nature thrombotique. Voilà. Mais il n'y a pas de contre-indication à l'Hemlibra. J'avais cru comprendre qu'il y avait éventuellement une certaine prudence pour des patients qui auraient, plus de l'hémophilie, des problèmes cardiaques. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Parce que, voilà. Un vrai. Ah, alors. Voilà, quand moi je parlais des contre-indications, ce n'était pas lié à l'hémophilie en elle-même, hein. C'était des pathologies autres, type problèmes cardiaques, comme toujours, déminéralisation osseuse. Comme toujours, c'est les patients qui ont des problèmes de santé, notamment cardiovasculaires, c'est des patients qui sont souvent exclus des essais cliniques. Mais pour autant, on peut choisir de prescrire l'Hemlibra à ces patients-là. Et en tout cas, dans les, on va dire, les données issues des cohortes, il n'y a pas eu de signal juste ici concernant un surplus d'événements cardiovasculaires chez les patients, on va dire, les seniors, sous Hemlibra. Juste ici, il n'y a pas eu un signal de cette nature-là. Nicolas, tu as quelque Je chose me à permettre, j'ai juste une question. Lorsque une personne initie la montée en charge sous Hemlibra et que donc elle largue les facteurs, est-ce que ce moment est accompagné? Parce que ça peut être assez anxiogène quand même de ne plus avoir ces 3 doses de facteurs par semaine et en sachant qu'il faut quand même un certain temps avant que le médicament soit définitivement efficace. Comment ça se passe? Alors, pendant la période de charge, finalement, on n'a pas encore atteint la pleine protection que confère ce traitement-là. Donc, je pense que dans la plupart des centres, ce qui est proposé, c'est peut-être de maintenir une prophylaxie au moins pendant les 2 premières semaines correspondant à cette période de charge. Et puis après, oui, je pense que c'est logique de la part du patient. On passe finalement d'un environnement où il devait en permanence avoir l'idée d'avoir son facteur 8 avec lui,
s'injecter 3 fois par semaine. Et là, on arrive sur une molécule, on lui demande de s'injecter 1 fois par semaine, voire même derrière, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc, c'est très perturbant. Et c'est là, je pense, tout l'intérêt peut-être d'ateliers d'éducation thérapeutique qui visent voilà, à limiter l'angoisse et peut-être le patient, du coup, ait un retour d'expérience d'autres patients qui bénéficient déjà de ce type de traitement-là. Oui, pour aller un peu plus loin, c'est vrai que ça peut être un peu angoissant au début. Honnêtement, après, j'ai eu aucun de mes patients qui m'ont dit: «Ah non, non, mais en fait, je peux pas revenir effectivement avant». Non, non, ça jamais en fait, hein. C'est un petit peu angoissant au début, mais après, honnêtement, faut pas. Voilà, le bénéfice, il est tel après effectivement que bah, le stress s'en va tout doucement et qu'on est rassuré parce que c'est un médicament qui marche bien, on est mieux protégé. Donc voilà, donc ça c'est plutôt, voilà, plutôt rassurant. Mais c'est vrai qu'au début, oui, je suis d'accord, hein, il y a un petit gap à passer, ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'entre nous, à vrai dire, souvent, euh, on a des contacts au niveau de la commission parce que on a beaucoup de patients qui sont prêts, comment dire, ils se tâtent, à vrai dire. Est-ce qu'ils vont changer de traitement? Est-ce qu'ils vont, ça les intéresse? Mais bon, il y a toujours un petit doute derrière. Donc, alors, c'est là que l'intérêt de la commission, à vrai dire, c'est de mettre en relation des personnes qui sont sous Hemlibra, en fin de compte, depuis déjà plusieurs années. Et quand bon, ils racontent bon, ils font part de leur vécu depuis ce nouveau traitement. Bah, c'est la personne qui sera face ils en reviennent pas. Donc, et c'est là que, à vrai dire, c'est notre rôle, en fin de compte, tout en étant patient ressources, de pouvoir bien leur expliquer, de leur expliquer vraiment le protocole, déjà au départ, et puis, parce qu'en fin de compte, au départ, au niveau des seniors, en général, dans les centres, c'est pas le médecin vraiment qui le propose, il le propose plus aux enfants, à vrai dire, mais les seniors, enfin, moi, c'est comment dire, on m'en a parlé, enfin, c'est des patients, hein, attention, donc, et donc, à vrai dire, on est plus, nous, notre génération, à la demande de ce traitement, que on nous en parle. Alors, est-ce que c'était vraiment le début, et que euh, ça, moi, j'en ai entendu de toutes versions, hein. Ça dépend beaucoup je suis d'accord, c'est les médecins, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, hein, donc après, c'est sûr qu'on manque de temps, mais tout le monde manque de temps, hein. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on va plutôt vers ce qu'on appelle la décision partagée. Et je pense après, il n'y a pas d'urgence à démarrer le traitement, donc on peut effectivement prendre plusieurs consultations pour expliquer et peut-être mieux, effectivement, voilà, donc comprendre ce principe de traitement, le schéma au départ. Par contre, effectivement, limiter ce traitement juste à une catégorie d'âge, non, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein, je ne me permettrai pas. Voilà. Mais non. C'est-à-dire que la personne, le senior, est peut-être plus réticent au départ de changer de traitement du jour au lendemain avec... c'est comme tout nouveau produit, à vrai dire. D'accord, mais après, c'est vrai que tout l'intérêt de bien expliquer, je suis d'accord avec vous, de l'intérêt, en fait, tout simplement, de ce traitement, de cette protection permanente, etc. Oui, c'est ce que je disais. Donc, souvent, donc, ils prennent conseil, en fin de compte, auprès du médecin, mais ils aiment bien avoir un contact et auprès d'un patient qui est déjà sous traitement. Et là, c'est que, bon, bah, nous, on peut en dire que du positif, hein. Donc, voilà. On peut peut-être maintenant redonner la parole au public. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le même thème que vous voudriez poser? Profitez d'avoir tout ce panel de spécialistes, de médecins et de... Je voulais savoir, d'après vous, donc vous êtes à l'Hemlibra, si j'ai bien compris, et donc vous avez connu la prophylaxie avec le facteur 8. Tout à fait. Et je veux savoir votre ressenti à vous. Est-ce que vous vous sentez tout aussi bien protégé avec l'Hemlibra qu'avec le facteur 8 en prophylaxie? Ah oui, oui. C'est-à-dire que déjà moins de contraintes, donc moins de matériel à transbaluter à chaque fois que vous vous déplacez. Et puis une dose de facteur 8 en sécurité. Donc
Donc vous avez 1 ou 2 boîtes dans vos poches, et puis voilà, hein, l'affaire est partie. Hein. Donc surtout que, bon, alors en plus, les traitements Hemlibra, à vrai dire, bon, c'est pour une injection tous les 15 jours. Donc avec ce qu'on a connu avec la bouteille, la perf et tout ça, vous voyez, donc je pense J'ai que... connu aussi. Voilà, donc non, je pense que non, c'est fabuleux, à vrai dire. Et alors, alors ça fait 1 an, à vrai dire, que je suis sous Hemlibra, et bon, j'ai pas fait une seule hémarthrose. Par contre, alors, donc, je me suis cassé la figure un peu un jour, et donc, par contre, j'ai été obligé de me mettre du facteur 8, m'injecter du facteur 8 en complément. Là, c'était parce que j'avais un début de flexum, en fin de compte, et je me suis dit, donc là, ça commence à... Au lieu de me perfuser dans la demi-heure, je me suis perfusé peut-être 4 heures, 5 heures après. Bon, bah, j'avais un flexum, bon, là, il fallait que je fasse mon complément en facteur 8. Est-ce que vous avez appelé le centre? Nicolas, Oui, je suis également sous Hemlibra depuis 1 an et demi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, par rapport à une prophylaxie 3 fois par semaine, ça change la vie. Par contre, au début, ce qui a été compliqué, c'est que ma grille d'analyse des événements articulaires ou musculaires a été complètement perturbée parce que je ne savais plus discerner si j'avais un saignement ou pas. Donc ça a été un apprentissage. L'AFH a mis en place un programme qui s'appelle Transform, qui a été très utile, qui m'a beaucoup aidé. Et sinon, par rapport aux facteurs, le seul truc qui est un petit peu casse-pied, c'est qu'il faut quand même penser à avoir un frigo lorsqu'on se déplace, quoi. Voilà, c'est la seule contrainte, mais sinon, franchement, 1 an et demi, non, j'ai eu besoin quelques fois de facteur 2 ou 3 fois, mais c'est tout, quoi. Voilà. Alors, comme il nous reste juste 2 minutes, il y a 2 questions à poser. On a une question, et puis vous l'avez posée, vous avez levé la main, et puis après ça, on sera obligé de clore. Je suis désolée. Hein. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi je peux donner mon expérience en tant qu'hémophile A sévère avec inhibiteur. Je suis sous Hemlibra depuis plus de 2 ans. Ça fait 2 ans, hein, je n'ai fait aucun problème hémorragique. De plus, je précise, parce que tout à l'heure tu parlais d'une chute, j'ai fait une chute il y a 15 jours. Et pourtant, moi en tant qu'inhibiteur, j'ai même pas de produit à la maison. Hein. C'est vraiment une urgence, je vais directement aux urgences. J'ai fait une chute relativement sévère il y a une quinzaine de jours. J'ai eu que 2-3 bleus superficiels, etc. Voilà, pour expliquer quand même l'importance de Hemlibra, etc. En sachant que avant, j'étais sous Novo 7 à la demande. Voilà. Si ça peut aider, voilà. La dernière question. Oui, la dernière question, c'est que je pense que Hemlibra, c'est très bien, aucune difficulté, mais en cas d'urgence, lorsque vous arrivez aux urgences, qu'on vous fait un dosage de facteur 8, là est le problème. Est-ce que le médecin peut nous expliquer pour cela? Parce que je pense que le professeur Franzel va pouvoir nous expliquer. Oui, ou Antoine. Hein. Oui. Quand on met quelqu'un, effectivement, quand on débute le traitement par Hemlibra, en général, ce qu'on dit également, c'est justement exactement ce cas-là. C'est si jamais vous avez une urgence ou si on fait un test d'hémostase classique, vous savez, ce qu'on appelle le TP, TCA et fibrinogène, il faut savoir que le TCA, alors que le TCA habituellement est très allongé quand on est hémophile, il est normal. Ça, c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'on est normal, c'est-à-dire qu'on n'est pas hémophile, on est plutôt un profil hémophile modéré. L'Hemlibra perturbe complètement ces tests-là, ainsi que le dosage du facteur 8, donc c'est ininterprétable. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut savoir effectivement préciser aux médecins urgentistes qu'on voit qu'on ne peut pas utiliser ces tests pour justement apprécier le risque hémorragique. Donc le test ne sert à rien du tout. D'accord, c'est bien ce que j'avais compris. Et c'est aussi pour ça que tout patient traité par Hemlibra a une carte d'alerte mentionnant ce problème d'interférence sur la mesure du bilan de coagulation standard. Et comme quoi le bilan de coagulation n'est plus interprétable. Il y a une carte d'alerte spécifique qu'il faut présenter à tout médecin amené à vous prendre en charge, notamment aux urgences, pour éviter qu'en gros vous soyez opéré typiquement sans injection complémentaire de facteur 8. Oui, ce qui veut dire aussi, si vous avez un entourage qui signale effectivement, il y a, comme le dit M. Frenzel, une carte très bien renseignée qui montre ce problème. On va passer à une autre thématique qui est les articulations, puisque évidemment c'est le problème numéro 1 de la plupart des patients hémophiles, c'est d'avoir des articulations dégradées au fil du temps.
Donc, Monsieur Frenzel, s'il veut bien rejoindre le pupitre et, tant qu'il y est, se présenter. Voilà. Pour 1h30. Non, excusez-moi. C'est bien, 1h30, c'est parfait. Ouais, bonjour, et merci donc à l'AFH pour organiser cet atelier autour des articulations, des douleurs et des nouveaux traitements comme on a pu le voir. Donc, je suis Laurent Frenzel, je suis hématologue et rhumatologue, je travaille à l'hôpital Necker à Paris. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi l'articulation peut s'abîmer ou se détériorer dans le cadre de l'hémophilie. Ce qu'il faut comprendre, c'est en tout cas, la principale localisation hémorragique, on sait, c'est les articulations. La répétition en fait, de ces saignements dans cette articulation va entraîner ce qu'on appelle une hypertrophie d'une membrane en fait, qu'on a tous dans nos articulations, qu'on appelle la membrane synoviale. Quand cette membrane s'épaissit, qu'est-ce qui va se passer? On a effectivement de l'inflammation qui va se créer dans cette articulation, et au fur et à mesure, du fait de cette inflammation, on va ressentir ou s'apercevoir que le cartilage va tout doucement s'abîmer, puis disparaître, puis effectivement, après l'os également commence à se détériorer avec des douleurs qui peuvent être plus ou moins continues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des nouveaux traitements qui marchent, effectivement, on l'a vu, beaucoup mieux donc en termes de protection. L'objectif, c'est vraiment d'avoir aucun saignement dans l'articulation. Une articulation ne doit pas avoir de sang dans sa cavité articulaire. À partir du moment où il y a du sang, ça va commencer à induire des problèmes et un début de détérioration de cette articulation. Alors, il y a plusieurs stades d'évolution de l'articulation au courant de l'hémophilie. Il y a le stade du saignement, de l'hémarthrose. Donc, parmi vous, je me doute qu'il y en a que vous avez déjà ressenti ça. L'articulation gonflée, extrêmement douloureuse, très inflammatoire. Vous ne pouvez rien faire, rien du tout, pas poser le pied par terre. Effectivement, c'est au niveau du genou, de la cheville. Voilà, donc c'est extrêmement douloureux. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une arthrite. Donc, le sang extrêmement douloureux. La répétition de ces saignements, comme on l'a vu juste tout à l'heure, va faire que la membrane synoviale va devenir plus épaisse. Et qu'est-ce que ça peut occasionner? Plus d'hémarthrose, oui, mais pas toujours. Et c'est là où, effectivement, on a eu juste avant un peu le ressenti de l'Hemlibra par rapport à son standard de douleur et de reconnaissance de ces douleurs. C'est vrai que une douleur n'est pas, en tout cas un gonflement, n'est pas toujours synonyme d'hémarthrose, et c'est vraiment important, ça peut être de l'inflammation. Cette membrane synoviale peut créer de l'inflammation. C'est typiquement des douleurs qui peuvent un peu réveiller la nuit, mais surtout le matin. Le matin, quand on se réveille, cette fameuse raideur matinale, c'est-à-dire on sent rouillé, il faut effectivement mettre en route l'articulation. Ça, c'est typique effectivement d'une douleur qu'on appelle inflammatoire et d'une poussée de synovite. Quand le cartilage et ou l'os commencent à s'abîmer, les douleurs, souvent, malheureusement, deviennent un peu plus permanentes. On appelle des douleurs mécaniques. Ça peut durer toute la journée. Elles sont plus importantes au fur et à mesure qu'on fait des efforts dans la journée. Donc, c'est vraiment des douleurs qui sont différentes. On peut très bien avoir les trois types de complications. Bien sûr, on peut avoir l'hémarthrose, la synovite et les douleurs articulaires, plutôt mécaniques. Mais c'est vrai que ça, c'est l'évolution. Alors, comment empêcher ça? Justement, tout le but, c'est d'empêcher déjà les saignements. On vient de le voir avec Antoine sur les nouveaux traitements qui paraissent très efficaces. Après, est-ce qu'on peut détecter avant que ça se détériore? Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on a vu les traitements sont de plus en plus efficaces. On a pu ces hémarthroses, ou très peu, on peut encore les avoir, mais ces épisodes d'hémarthrose, le gonflement vraiment très inflammatoire, c'est de moins en moins le cas, même déjà avant avec la prophylaxie par facteur 8 ou facteur 9 qu'il y avait encore il y a quelques années. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ces micro-saignements. Je suis sûr que c'est des notions que vous avez déjà dû entendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un peu de sang dans l'articulation, mais pas suffisamment pour la faire dilater. Donc, c'est quelque chose qu'on peut complètement passer une petite douleur, on ne s'en rend même pas compte. Problème, comme on l'a vu, à partir du moment où vous avez du sang dans une articulation, ce n'est pas normal. Et ces micro-saignements peuvent déjà commencer à faire épaissir cette membrane synoviale et amener malheureusement à la destruction, en tout cas à ce que le cartilage et l'os commencent à s'abîmer. Et tout l'objectif, c'est de pouvoir dépister et de repérer en fait ces micro-saignements. Et de plus en plus aujourd'hui, alors tous les centres ne sont pas encore équipés, on essaye en tout cas bien sûr que ça puisse se faire, c'est d'utiliser de l'échographie notamment. De l'échographie qu'on peut très facilement faire, nous en tant que médecins et également mes collègues kinés en font de plus en plus, pour justement pouvoir détecter en fait ces fameux micro-saignements et se dire, bon, peut-être que la prophylaxie, elle n'est peut-être pas complètement adaptée aujourd'hui, il faut peut-être un petit peu l'intensifier
pour limiter ces micro-saignements et protéger l'articulation. L'IRM également, comme vous voyez effectivement sur la droite, est également un très très bon examen, sauf pour ceux qui ont déjà passé une IRM, c'est quand même c'est plus long, c'est plus difficile à avoir, les délais sont plus compliqués. L'échographie, ça peut être fait tout de suite en fait. Vous voyez votre médecin, on pose la sonde et on a tout de suite effectivement notre diagnostic. C'est quelque chose en tout cas en termes d'éducation qu'on essaie de mettre en place, en tout cas dans la majorité des centres d'hémophilie. Alors, une fois que la douleur est là, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut me proposer aujourd'hui pour essayer de soulager les douleurs que j'ai au niveau des articulations? Les antalgiques, palier 1, palier 2, palier 3, il y en a plusieurs, je pense que vous en connaissez. Les anti-inflammatoires, j'ai souvent des questions là-dessus, sur l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'ibuprofène, c'est qu'effectivement on utilise beaucoup plus ça pour la fièvre. Après, vous avez effectivement différents types de produits, prophénique, biprophénique, etc. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que jusqu'à encore, je pense qu'on vous a dit que mes anti-inflammatoires, vous n'avez pas le droit d'en prendre. Pourquoi? Parce que ça fluidifie le sang. Et c'est sûr que on n'a peut-être pas forcément envie de fluidifier davantage le sang avec le risque d'aggraver des saignements. Sauf qu'aujourd'hui, avec les traitements actuels, les prophylaxies et les nouveaux traitements, ce risque-là est extrêmement modéré, voire quasi nul en prenant ce type de médicaments, et ça permet quand même de soulager sur le moment. On ne prend pas pendant des longues périodes, mais c'est quand même quelque chose de relativement efficace, surtout sur les douleurs articulaires. Les corticoïdes également peuvent être efficaces. C'est plus efficace sur la synovite quand même, ça diminue complètement l'inflammation, et sur les hématomes musculaires. Donc ça permet de les faire réduire un tout petit peu plus rapidement. Puis après, vous avez les antalgiques classiques, palier 1, palier 2. Paracétamol, bien sûr, c'est toujours, alors c'est pas toujours très efficace, mais ça a au moins l'avantage de pouvoir effectivement associer d'autres médicaments. Le tramadol, pour ceux effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, qu'on appelle l'acupan, c'est quelque chose à boire qui n'est pas très bon en général, on demande plutôt de le mettre sur un sucre. Le néfopan, le tramadol, ça c'est effectivement le palier 2, codéine, en association souvent avec du paracétamol. Puis après, palier 3, les morphiniques, il y en a différents types de morphiniques. On met en patch, on prend effectivement à action directe, à action plus longue. Le problème des morphiniques, comme vous savez, il y a quand même une petite dépendance qui se crée quand même effectivement au fur et à mesure de la durée d'utilisation de ces produits. Donc voilà, mais effectivement c'est efficace et ça permet en tout cas de mieux supporter ces douleurs. Le cannabis, c'est de plus en plus, donc je dirais ça à la mode, oui et non. En fait, le CBD, qui est effectivement du cannabis qu'on peut récupérer en pharmacie, pour ma part, j'en prescris de plus en plus. C'est quand même relativement efficace, ça marche bien, il n'y a pas de dépendance. En fonction de la dose qu'on prescrit, c'est remboursé par la sécurité sociale et ça permet justement de diminuer les autres antalgiques. Donc c'est pas mal, ça permet de diminuer un petit peu les douleurs un peu de fond. D'autres types de médicaments également qu'on appelle plus à visée neuropathique, parce que très souvent il y a également cette composante, c'est des douleurs un peu de type de fourmillement, un peu ce genre de choses qu'on peut avoir en plus des douleurs articulaires. Il y a différents types de produits qu'on peut utiliser qui permet également d'améliorer un tout petit peu les sensations douloureuses avec de la méthadone, de la kétamine. Ça, c'est plutôt effectivement dans certains centres. Localement, au niveau articulaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, la synoviectomie chimique. On va dire, c'est quoi ça? En fait, c'est l'infiltration. C'est l'infiltration au niveau des articulations. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on injecte? Ce sont des corticoïdes. Alors ces corticoïdes restent locaux dans l'articulation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'absorption, il n'y aura pas des effets comme si on prenait des corticoïdes pendant longtemps. Ça marche plutôt bien quand surtout il y a la synovite, c'est rapidement efficace, pas toujours malheureusement. On peut les répéter tous les ans, voire tous les 6 mois. Alors souvent les questions qu'on me pose, mais pourquoi on ne peut pas les faire tous les mois? On peut, il n'y a pas de risque, mais c'est juste que à partir du moment où il faut les refaire tous les mois, c'est que probablement l'infiltration n'est pas si efficace que ça. Donc ça, en tout cas, en termes de ces fameux synoviales, l'épaisseur, que la membrane s'épaissit, ça marche relativement bien. Il y a des techniques qu'on utilise de moins en moins maintenant, c'est tout ce qui était radioisotope, etc. C'est également une infiltration qu'on peut réaliser, mais globalement, on en fait quand même de moins en moins, c'est vraiment les corticoïdes. Alors nous, dans notre hôpital, on essaie de développer des techniques d'hypnose pour réaliser ce geste, parce que comme vous voyez sur la photo, c'est quand même une injection intra-articulaire, c'est pas toujours, on a toujours un peu d'appréhension quand même par rapport à ça. Nous, on a des techniques d'hypnose où on utilise un casque de réalité virtuelle avec un son et du méopa, de gaz hilarant. Ça marche très bien, et pour nous et pour le patient, parce que le patient il se rend compte de rien, et puis pour nous c'est très confortable, parce que pour moi, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de contracture du muscle juste avant l'injection, donc c'est parfait. Donc ça, c'est les techniques qui permettent justement de répéter plusieurs fois ce type d'intervention qui sont efficaces.
Viscosupplémentation, je pense que vous en avez également entendu parler, c'est de mettre un gel en fait, dans l'articulation, c'est de lubrifier en fait. Ça c'est surtout quand l'articulation est déjà un petit peu abîmée, qu'il manque déjà un petit peu de cartilage ou l'os est également un petit peu inflammatoire. Ça marche plus ou moins bien. En général, c'est pareil, on peut les répéter tous les ans, tous les 6 mois. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas remboursé, malheureusement. Ce n'est pas remboursé. Donc, globalement, voilà, le coût, c'est à peu près entre 60 et 200 € l'injection. Donc voilà, il faut le savoir. Ça ne marche pas chez tout le monde, mais quand ça marche, c'est plutôt assez intéressant. Et moi, j'ai des patients où je fais une viscosupplémentation tous les 3 ans, par exemple, et ça permet effectivement d'avoir une mobilité tout à fait correcte pendant cette période. D'autres techniques que vous avez entendu parler, peut-être que vous avez également eu, ce qu'on utilise du PRP, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes. Personnellement, je ne suis pas trop convaincu par ce type de procédé, parce que les plaquettes pourraient induire, effectivement, faire disparaître plus rapidement l'inflammation. Voilà, c'est en cours d'étude. Quand on en parle, moi personnellement, je n'en fais pas, mais j'ai des collègues qui en font. J'ai des retours de patients qui me disent que quand même, ils se sentent mieux avec. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas trop d'avis, en tout cas, concernant ce type de procédé. Et puis, vous avez encore des autres choses qui sont encore plus, on va dire, à l'étude. C'est les injections de cellules souches. Là, l'idée, ça serait de réparer, en fait, de refaire du cartilage, de refaire de l'os en utilisant des cellules souches. Voilà, on a des études qui sont en cours, notamment dans l'arthrose plus que dans les problèmes d'hémophilie, avec des résultats, pourquoi pas intéressants. C'est préliminaire, mais c'est plutôt encourageant quand même. Donc c'est plutôt encourageant sur effectivement cette fameuse réparation. Puis on peut faire des greffes de cartilage également dans certains cas. Alors ça, c'est tout ce qui est local, injection. Après reste la chirurgie. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes ? Oh, ça va, 3 minutes, ça va. Donc la chirurgie. Alors, différents types de chirurgie. Vous avez l'arthrodèse. L'arthrodèse, c'est quoi ? C'est de bloquer l'articulation. Ce qu'on fait effectivement plutôt, notamment au niveau de la cheville. Alors ça, c'est très antalgique. C'est des douleurs qui sont en permanence vraiment mécaniques. On bloque l'articulation, elle ne bouge plus, on perd la mobilité. Par contre, en termes effectivement de douleur, ça permet quand même largement d'améliorer et on a quasi plus mal, en tout cas sur cette articulation. La prothèse, qui est également une possibilité, plus pour le genou, mais après la cheville, il y a également des prothèses de cheville. Pour les coudes, c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est également très antalgique. Par contre, en termes de mobilité, c'est mieux que l'arthrodèse, bien sûr, mais il ne faut pas s'attendre à une mobilité normale, notamment au niveau du genou, où en général, on garde quand même un flexum à 90, mais ça permet surtout de ne plus avoir mal. Et puis une dernière, juste comme ça, j'ai vu ça au dernier congrès de la WFH, c'est des techniques plutôt hollandaises. Pourquoi pas, ça s'appelle la distraction articulaire. En fait, on met des clous au niveau tout autour de la cheville, puis on écarte l'articulation. Ça dure 10 semaines, ça s'immobilise. Bon, il montre quelques en termes de douleur, ça permet effectivement de récupérer un petit peu. En tout cas, en France, c'est pas encore, en tout cas, c'est pas pratiqué, mais c'est des techniques qui restent tout à fait possibles. Après, dans tout ça, on vient de parler de l'articulation. Il y a également l'os à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que l'os fait partie, bien entendu, de l'articulation. Et notamment, je vais parler un petit peu d'ostéoporose, de cette fragilité osseuse. C'est quoi l'ostéoporose ? L'ostéoporose, c'est une perte de la densité osseuse. Souvent, ça intervient, ce risque-là de fractures spontanées sont au niveau des vertèbres, au niveau du col fémoral. Il y a des situations où on sait qu'il y a plus de risques de cette ostéoporose. Les femmes, notamment, avec la ménopause, parce que les hormones protègent, renforcent l'os. À partir du moment où on n'a plus ces hormones pendant la ménopause, on sait que la densité osseuse diminue. Les corticoïdes pendant longtemps, l'immobilisation, le tabac, l'alcool, tout ça, effectivement, sont des choses qui prédisposent à cette fragilité osseuse. Et puis, on n'est pas tous égaux devant, effectivement, notre masse osseuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre vie, on fait notre pic de masse osseuse entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire qu'on aura notre pic maximum de notre densité osseuse. Quoi qu'il arrive, après, ça va diminuer. Maintenant, tout dépend de la rapidité de diminution. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a des examens assez faciles qui s'appellent la densitométrie osseuse, qui sont recommandés, probablement en tout cas chez les patients hémophilie, parce que peut-être que l'hémophilie, c'est quelque chose qui favorise plus l'ostéoporose à partir de 50 ans. C'est une petite radio, c'est vraiment pas grand-chose. On mesure au niveau des vertèbres et au niveau du col fémoral. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors j'insiste bien, et je sais que mes collègues kinés vont remettre une couche après. Le sport, ce qui fait vibrer l'os, c'est-à-dire la marche, ce qu'il y a de mieux en tout cas. À partir du moment où vous faites vibrer l'os, vous remodelez votre os et vous le protégez. C'est pour ça que, typiquement, des astronautes, on a des programmes justement pour éviter ça, parce que vous imaginez être 3 mois en apesanteur, vous leur mesurez la densité osseuse, alors ils ont perdu effectivement plus de leur moitié de densité osseuse, parce qu'ils n'ont pas cette vibration. Donc ça, c'est important. Éviter, bien sûr, je sais pas, tout médecin va vous dire de ne pas boire d'alcool, en tout cas le moins possible, de ne pas fumer, évidemment. Manger du calcium, bien sûr.
c'est l'os, hein, donc c'est fait majoritairement de calcium. 1 gramme par jour. Juste pour vous donner une ordre d'idée, hein, donc un yaourt, c'est 150 mg de calcium par jour, donc il faut en manger 7. C'est quand même pas simple, hein, voilà, faut aimer quand même le produit laitier. Sinon, il y a des compléments, bien sûr, qu'on peut prendre en plus, hein, sans problème. De la vitamine D également, au moins tous les 2, 3, voire tous les mois, ça dépend un tout petit peu de votre dosage. Et puis du soleil, parce que c'est ce qui fabrique quand même la vitamine D. Hein. 30 minutes d'exposition, visage et le décolleté par jour, suffisent à produire déjà pas mal de vitamine D pour en tout cas préserver l'os. Donc voilà, je pense que j'espère être rentré dans dans le temps imparti. Déborder, mais c'est pas grave, merci parce que en tout cas pour votre on a attention. vraiment besoin Merci. de vous entendre. Merci. Merci. Bien, merci. On va passer à quelque chose qui effectivement n'est pas nécessairement dans nos habitudes, qui est le sport. Donc, si tu veux bien, si vous voulez bien nous, voilà, et vous présenter. Alors, c'est par là-bas que ça se passe, mais vous n'avez pas, vous avez vous là 30 secondes, c'est ça? Non, je me trompe. 10 minutes. Nathalie, vas-y, à toi de te présenter d'abord. Bonjour, moi je m'appelle donc Nathalie Grinda, je suis kinésithérapeute et je travaille à l'hôpital Bicêtre, au Kremlin Bicêtre. Alors je travaille dans un service de pédiatrie, vous allez peut-être être surpris de ma présence ici, dans le comité senior, mais avec... Mets-toi plus près du micro, ils n'entendent pas. Ah, vous ne m'entendez pas? Mais avec Nicolas, on va vous parler d'activité physique adaptée, qui est un sujet qui vous concerne tous, et on va essayer de vous convaincre en 10 minutes qu'il faut faire une activité physique régulière. Même si on vous dit depuis votre plus jeune âge que vous ne devez pas faire de sport ou de la natation. Bonjour, je m'appelle Nicolas Grève, je suis patient aux ressources de l'AFH et je suis sous APA, activité physique adaptée, depuis près de 6 ans, pour mon plus grand bénéfice. Alors d'abord, on voudrait vous savoir si vous connaissez la différence entre activité physique ou activité sportive. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez entendu? Est-ce que vous connaissez la différence? Oui. Alors, il faut bien différencier les deux. L'activité physique, elle est pratiquée régulièrement, mais il n'y a pas d'esprit de performance ou de compétition. C'est les activités de la vie quotidienne, et marcher, faire du jardinage, faire ses courses ou monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur tous les jours, c'est une activité physique. Promener le chien, par exemple. Exactement. Et une activité sportive, c'est une activité qui est sous un ensemble d'activités spécialisées, organisées. Et cette activité sportive suppose un entraînement, il y a un respect de règles et un encadrement sérieux avec soit des coachs, soit des entraîneurs dans un domaine spécifique. Et peut-être aussi un processus de réhabilitation initiale en vue de permettre aux patients d'embrasser cette activité physique adaptée. Parce que lorsque la question se pose, on peut avoir une perte musculaire en raison des actions hémorragiques qu'on a pu avoir, on peut avoir des douleurs, et en même temps, le fait de faire une activité physique adaptée peut avoir plusieurs bénéfices. 1, renforcement du gainage des articulations par la prise de muscle. 2, perte de poids, c'est quand même pas négligeable, parce que plus on est lourd, plus ça pèse sur les articulations, plus on peut avoir des problèmes. 3, ça apporte un bien-être, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire des choses. J'ai gagné en autonomie, pour ma part. Et puis, j'ai baissé la fréquence de mes accidents hémorragiques. Et pourtant, les sports que je me suis retrouvé à pratiquer, ça va vous étonner, de la boxe adaptée, du renforcement musculaire et cardio, du ping-pong et de la danse sur step. Et la boxe, quand j'ai commencé, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ça ne va jamais marcher. Et en fait, si. Mais bon, je ne me bats pas sur un ring, je pratique juste la technique. Mais en ça, c'est énorme. Et quand j'en ai parlé à Nathalie, elle m'a fait, tu plaisantes? Tu te fous de moi? C'est ça. En effet, à la première rencontre, Nicolas m'a dit qu'il faisait de la boxe. Et pour nous, kinésithérapeutes, c'est un sport qui est contre-indiqué. Les sports de contact, justement, sont des sports qui sont contre-indiqués pour les patients hémophiles. Mais quand c'est fait dans un cadre, avec un enseignant en activité physique adaptée, c'est tout à fait possible. Et comme vient de vous le décrire Nicolas, il y a vraiment plein de bénéfices à faire une activité physique régulière. Ça, c'est vraiment très important, il faut que ça soit régulier. Il vient de vous décrire tous les bénéfices, il y en a plein. Et surtout, sur
plus spécifiquement pour les patients hémophiles, avec une amélioration des amplitudes articulaires, une amélioration de la force musculaire, de l'équilibre et de la proprioception. Ça, c'est très important parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à être plus déséquilibré, donc il faut vraiment renforcer tout ce qui est proprioception. Une réduction des épisodes de saignement, tu viens d'en parler, et donc une réduction d'articulation cible. Ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on fait du sport, on y prend goût. Et il peut arriver, malgré toute la bonne adhérence qu'on peut avoir vis-à-vis de notre traitement, la bonne compliance, la perfectibilité du patient dans sa façon d'être, parfois il y a une tuile. Et quand il y a une tuile, il faut quand même savoir s'arrêter, patienter, laisser le temps au corps de récupérer, et ensuite s'y remettre en réaugmentant progressivement l'intensité. C'est-à-dire qu'en APA, je vais vous donner un exemple de musculation, le développé couché, bon, j'arrive à 55 kg. J'ai dû interrompre brièvement en raison d'une fissure du ménisque pendant près de 3 mois le sport. J'ai recommencé à 30 kg. Je suis arrivé à 40 kg. Donc progressivement, je vais réaugmenter pour atteindre le standard que j'avais atteint précédemment. Mais il faut y aller par palier. La clé, c'est celle-là. On fait du sport dans le cadre de notre pathologie et de notre état. C'est ça qui est important. Et à ce titre, je voudrais également vous parler aussi d'une appli qui est produite par le laboratoire Sobi, qui est gratuite et qui sera disponible pour les patients sans abonnement, qui permet de faire une activité physique adaptée par le biais de quelques petits exercices, qui permet de remuscler et qui répond vraiment à toutes les situations d'amplitude articulaire. Et ça peut être bénéfique pour les plus anciens d'entre nous. Ça peut leur permettre de se ressentir dans leur corps, bien que celui-ci ait souffert, ce que j'entends très bien pour ma part. Donc, tu as très bien résumé. Et l'activité physique, elle est recommandée quel que soit l'âge, ça c'est très important, et quel que soit le degré de sévérité de la maladie. Elle doit être adaptée à l'état articulaire, ça c'est évident. Évidemment, si on a des articulations très abîmées, il faut vraiment avoir une activité qui ne va pas faire saigner, en effet, pas avoir d'accident hémorragique. C'est là où elle doit être adaptée. Et c'est une décision avec l'équipe pluridisciplinaire, avec le médecin, le kiné, l'APA, l'infirmière, et bien sûr le patient, parce qu'on ne va pas dire au patient, voilà, tu vas faire de la natation parce que c'est ce qui te convient, mais si tout le monde n'a pas envie de faire de la natation, donc il faut d'abord voir ce que le patient a envie de faire, quel plaisir il va avoir à faire cette activité, et on va essayer de l'encadrer, de l'accompagner pour faire cette activité. Alors, rapidement, parce que je pense que le temps passe très vite, les recommandations pour les patients hémophiles sont à peu près équivalentes à celles de la population générale, mais il va falloir l'adapter, en effet, parce que ce n'est pas toujours possible, vu l'état articulaire de certains patients. Et donc, depuis 2016, il y a un décret pour l'activité physique adaptée qui peut être prescrite par le médecin. Alors, ce n'est pas forcément fait facilement parce que ça demande quand même une formation et savoir comment on va pouvoir prescrire cette activité physique. Mais sachez que les médecins peuvent vous prescrire cette activité physique qui n'est pas remboursée. Ça, c'est un petit peu le problème où certaines mutuelles peuvent avoir des aides. Mais il y a un cadre, donc, avec une discussion autour de l'activité physique et une prescription. C'est le dispositif Prescriform. Et effectivement, il y a certaines mutuelles qui offre une prise en charge partielle de vos frais annuels. Pour ma part, je fais de l'APA au PUC. J'ai un coach sur le dos lors de mes 3 séances par semaine qui durent 1h30 et ça me coûte 500 € par an. Et vu le bénéfice que j'en ai d'une part et d'autre part le fait que si je fais mal mon mouvement, j'ai quelqu'un qui rectifie tout de suite le tir, c'est des tarifs qui sont quand même très compétitifs. Parce que dans un cadre hors APA, ça coûterait infiniment plus cher. Un coach sportif, c'est entre 40 et 70 € de l'heure. Voilà, donc 500 € par mois, c'est un coût, mais en même temps, vu ce que ça offre, et ce que ça permet en termes de santé, c'est peut-être une dépense à réfléchir. En espérant bien sûr que l'État, qui aujourd'hui vise vraiment à favoriser la pratique sportive, on entend régulièrement Emmanuel Macron évoquer le fait que tous les élèves devraient pratiquer 30 minutes de sport par jour. Bon, ça veut dire que l'effet préventif du sport est reconnu. Peut-être que dans un proche avenir, ils réfléchiront à l'idée
de mieux rembourser l'APA. On espère, oui. Et donc le minimum d'activité qu'il faut avoir chaque jour pour les personnes après 65 ans, c'est au minimum 1 heure d'activité physique, bien sûr adaptée en fonction de chaque patient. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que cette activité soit régulière pour prévenir l'ostéoporose, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Frenzel, et pour obtenir aussi un bien-être et une meilleure qualité de vie au niveau de ces... Justement, par rapport à l'ostéoporose, j'en ai eu en raison d'un médicament qui s'appelle le Viread. Et en fait, à compter du moment où je l'ai arrêté et j'ai repris une activité physique, eh bien, mon os s'est densifié, s'est solidifié, et j'en ai plus. Youpi, voilà. Et donc cette activité doit être progressive. Bien sûr, si vous ne faites pas d'activité, il va falloir reprendre des exercices progressivement. Donc dans un premier temps, si on est très sédentaire, changer son mode de vie, être de plus en plus actif. Et comme vous voyez sur cette pyramide, on va augmenter progressivement son activité. Bien sûr, il faut être suivi par le médecin ou le kinésithérapeute pour arriver à ces recommandations de au moins 1 heure d'activité physique par jour. Donc ça, c'est le dispositif Prescriform, comme 2016, ouais. Nicolas vous en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est des sites sur Internet où il y a tous des centres référencés qui font l'activité physique adaptée. Et vous avez des numéros de téléphone et des centres spécifiques qui font de l'activité physique adaptée. Donc en conclusion, on peut vous dire que l'activité physique adaptée, c'est une pilule médicamenteuse. Sous APA. Voilà. Sous APA, voilà, il faut que ça soit bien sûr encadré, adapté. Et bien sûr, il faut que le patient adhère, soit motivé, et que nous, on aille dans le sens où l'accompagner dans l'activité physique. Et Nicolas en est la preuve, c'est que maintenant, il fait de la boxe. Et jamais je n'aurais pu penser dire un jour un hémophile fait de la boxe. Et une dernière chose qui est très importante, qui dit APA, dit activité physique constamment adaptée. C'est-à-dire que, au gré de l'histoire de votre maladie, vous pouvez avoir des moments d'arrêt. À chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, qu'il soit hémorragique ou pas. Bon, là, je me suis tapé une fissure du ménisque, il a fallu que j'adapte. On a adapté. Et ce qui est très important aussi dans le cadre de l'APA, lorsqu'on vit une maladie hémorragique rare telle que l'hémophilie, c'est d'être très très clair vis-à-vis de nos coachs. C'est-à-dire que lorsque vous commencez votre séance et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites et il adaptera en conséquence. C'est important. Voilà. Il vous reste 2 minutes. Il nous reste du temps ? Non, j'ai un peu étiré le temps, mais si vous avez terminé, on va pouvoir passer aux questions. Tout à fait. Parce Oui, on a été obligé de tronquer un peu les interventions des médecins. Donc là, on a 10 minutes à un quart d'heure pour poser des questions qui vous voulez. Mais je pense que les 2 interventions, toutes les interventions qu'on a eues cet après-midi sont suffisamment intéressantes et pour que vous ayez besoin, et ont été suffisamment écourtées pour que vous ayez peut-être besoin d'informations complémentaires. J'ai une question pour les 2 médecins. Tout à l'heure, vous parlez des Hemlibra et que ça permettait donc à éviter dans les articulations tous les micro-saignements. À partir du moment qu'une personne est sur Hemlibra depuis un certain moment, l'articulation qui n'était pas très belle, elle n'est toujours pas très belle, mais elle devient sèche ou pas? Je pense que ce serait aussi intéressant que Laurent donne son point de vue, parce qu'il est rhumatologue, donc je pense qu'il a un point de vue intéressant à ce niveau-là. Alors, nous, sur le recul qu'on a sur les patients à Lille, on a quelques patients, notamment des ados, chez qui on peut avoir encore des signes de synovite sous Hemlibra, ce qui pourrait peut-être indiquer que soit la pathologie articulaire continue, entre guillemets, son chemin à partir du moment où il y a eu des saignements dans le passé, il y a toujours une inflammation résiduelle qui se poursuit, y compris en l'absence de saignement du fait de ce nouveau traitement-là. Soit, c'est la deuxième hypothèse, qu'il y a peut-être encore des saignements infracliniques, notamment chez des patients des jeunes qui ont un haut niveau d'activité physique, typiquement les ados. Et c'est en ça où, dans ma présentation, finalement, l'une des questions que je me pose, c'est moi j'aimerais beaucoup avoir les données de suivi articulaire, notamment dans des populations de patients qui ont un haut niveau d'activité physique.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. La majorité, en fait, hein, donc moi, je suis énormément sur l'échographie, hein, donc systématiquement, j'essaie de faire au moins tous les 6 mois, M-Libra ou pas M-Libra, hein. En général, ça reste stable. J'ai des améliorations, clairement, donc comme vous dites, des assèchements. Et j'ai également des aggravations, hein, donc, même sous M-Libra, hein, donc ça existe également. Des aggravations qui ne sont pas ressenties, hein. Pourtant, la plupart du temps, quand les patients démarrent l'M-Libra, la première chose qu'ils me disent au bout de 3 à 6 mois, c'est qu'il y a des douleurs, un peu un fond douloureux. Ce n'est pas vraiment des douleurs, c'est un fond, c'est une sorte de fond, un peu, de douleur un peu permanente, mais ils vivent avec, mais ce n'est pas très embêtant, mais qui disparaît au fur et à mesure. Et ça, probablement, c'est peut-être un des marqueurs de cette disparition de ces micro-saignements. Mais tous les patients ne le disent pas, et ça nécessite quand même voilà, de surveiller, même sous ce type de traitement. L'autre chose également que vous avez évoquée juste avant, c'était sur l'os, et notamment l'M-Libra, parce que je sais qu'il y a des choses qui disent oui, mais comme c'est pas du facteur 8, peut-être que l'os va pas... Voilà. En fait, il n'y a aucune vraie donnée clinique sur ça, hein. C'est-à-dire que c'est que des données sur des modèles de souris, que le facteur 8 pourrait effectivement être important et indispensable pour l'os, et probablement c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est plutôt l'hémostase en tant que telle, la coagulation, et que l'M-Libra le ferait tout aussi bien en fait, hein. Après, aussi en complément, on a des collègues chercheurs qui travaillent au Kremlin-Bicêtre, hein, c'est l'équipe de Peter Lenting et Cécile Denis. Et ils ont des travaux actuellement qui montrent quand même que le caillot qui se forme sous M-Libra n'est pas tout à fait similaire à celui qui peut se former avec du facteur 8, hein. Ce qui souligne justement encore une fois l'intérêt, je pense, de bien suivre les patients qui bénéficient de ce traitement-là, que ce soit par échographie ou par IRM, enfin, voilà, pour avoir des données un petit peu plus consolidées. Et on ne peut pas se fier uniquement, je dirais, à des données cliniques, c'est-à-dire aux saignements rapportés par les patients, parce que c'est une donnée précieuse, mais qui reste quand même assez subjective. Et on a toujours peur maintenant de passer à côté des saignements infracliniques. Avant, on était trop saturé, si vous voulez, par les saignements. Maintenant, on peut être beaucoup plus fin et se dire on doit vraiment aller chercher, à travers des examens complémentaires, type échographie, IRM, si certains patients peuvent éventuellement rester insuffisamment équilibrés sous M-Libra, et notamment ceux qui ont un niveau d'activité physique important. Bon, justement, je me permets aussi de compléter, c'est souvent les questions aussi qu'on me pose, c'est voilà, je vais faire tel ou tel sport, pour faire effectivement un petit peu suite à... J'espère que vous avez compris qu'il faut faire du sport, hein. En fonction de mon activité, est-ce que j'ai besoin d'un taux de résiduel? Souvent, c'est les questions qu'on me pose. Un taux résiduel pour une activité donnée, je suis peut-être trop bas, etc. C'est une question qui n'est pas simple parce qu'il n'y a pas non plus de véritables données vraiment me disant que bon, vous avez 20%, vous pouvez faire tel type de sport, vous avez 10% tel type de sport. Et puis là, il y a une présentation à la WFH par une équipe hollandaise qui était plutôt assez intéressante, qui montrait qu'à partir du moment où on avait un équivalent, en tout cas de 10% de coagulation, peu importe l'activité physique, il n'y avait pas plus de saignement. Donc c'était sur une grosse cohorte. Pourquoi je vous dis ça? C'est que probablement l'M-Libra fait la même chose, au moins tout aussi bien. C'est à peu près la limite qui est effectivement entre 10 et 20%. Donc ça, c'est quand même globalement rassurant. Il faut faire du sport, mais pour revenir effectivement à ce que disait Antoine, ce qui est important, c'est l'évaluation, la surveillance à partir du moment où vous faites du sport, de bien détecter si jamais il n'y a pas des saignements, micro-saignements, ce genre de choses. Par rapport à la pratique sportive et la prophylaxie sous facteur 8, à l'époque où j'étais sous prophylaxie, je pense que l'approche doit être très subjective. Vous vous connaissez bien, vous savez à quel moment vous repérez plus ou moins à quel moment vous êtes susceptible de saigner en fonction du moment, du moment où vous êtes fait votre injection. Ça peut être 2 jours après, ça peut être 3 jours après. Pour ma part, j'avais appris effectivement à doser mon intensité en fonction de la perception subjective que j'avais de l'état de ma courbe. Bon, de facteurs. Mais bon, c'est du pifomètre quand même, hein. Mais voilà. Oui. On va peut-être avoir une dernière réponse. Vous vouliez dire quelque chose, puis après on va passer à la... Oui, juste pour terminer, on arrive aussi sur une nouvelle génération de concentrés facteur 8, donc le dernier dont je vous ai parlé. Moi, je vous ai dit qu'il permettait de maintenir un taux résiduel d'environ 20% 7 jours après l'injection, mais également dans les 3 jours suivant l'injection, le taux de facteur 8 est normal. Voilà, donc ça veut dire aussi, ça permettrait d'envisager une vie la plus proche possible de la normale, y compris pour les patients qui souhaiteraient un haut niveau d'activité physique. Donc c'est quand même une molécule qui est potentiellement très intéressante et qui, je pense, si elle obtient l'AMM, elle devrait l'obtenir, sera finalement un concurrent direct de l'imicizumab, de l'M-Libra. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, on va passer à l'impact des MHR sur le quotidien avec les premiers résultats de l'enquête senior. Pour placer un peu l'idée,
Jusqu'en 1960 à peu près, l'espérance de vie des patients hémophiles, c'était 25 ans. 20 ans plus tard, c'était 55. Maintenant, effectivement, et malgré toutes les contaminations, on a largement dépassé ce stade. Mais ça montre qu'on ne sait pas très bien, il manque énormément de connaissances sur le vieillissement et ce qui se passe pour nous. Il y a une douzaine d'années, la commission senior, sous l'égide de Francis, avait mis en place un questionnaire et une enquête qui était à l'époque en papier et qui avait eu à peu près 200 réponses sur la vie quotidienne des patients hémophiles. Cette année, on a essayé de la réactualiser, mais cette fois-ci en informatique, avec 2 bureaux d'études qui s'appellent Un Moi Patient, qui est une association qui dépend d'une association de personnes dialysées, d'insuffisants rénaux, et SEMCA, qui est des statisticiens, et avec l'aide de 2 laboratoires. Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est vraiment des résultats très préliminaires, c'est-à-dire ce qui est ressorti, toute pathologie confondue, puisque on a, par rapport à l'étude d'il y a 12 ans, élargi l'enquête à toutes les personnes atteintes d'une MHR et aussi aux conjoints, c'est-à-dire aux personnes qui vivent avec une personne atteinte d'une MHR. Toujours sur les mêmes thématiques, en précisant parfois quelques questions, mais on est vraiment dans quelque chose qui est similaire. On est actuellement très en amont. On a reçu ce diaporama la semaine dernière. Les listings représentent à peu près 450 pages de tableaux. Donc vous voyez qu'on a encore pas mal de boulot à faire pour interpréter cette étude. Il y a un point qui est important, excuse-moi d'interrompre, mais je fais partie de la commission femmes, c'est que vous avez aussi intégré un certain nombre de femmes, même si le nombre de réponses n'a pas été en proportion avec le nombre de femmes hémophiles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand je dis toutes les personnes atteintes de MHR, c'est effectivement y compris les femmes, soit conductrices, soit vibrantes, hémophiles, etc., etc. Donc on a eu, donc je vous passe là, vous pouvez lire rapidement. Voilà, on a eu 143 répondants, ce qui n'est pas énorme, mais il fallait qu'à un moment donné, on arrête pour pouvoir présenter aujourd'hui. Et il y avait plusieurs informations, donc le profil des patients, leur état de santé, le type de pathologie, et après comment ils vivaient leur état de santé, c'est-à-dire la douleur, comment ils étaient suivis médicalement, les exercices physiques qu'ils entretenaient, et pour les femmes, les problèmes liés à la ménopause.